Viktor Yushchenko a bel et bien été empoisonné à Vienne. Ses médecins ont confirmé le diagnostic. Il a dans le sang une dioxine en quantité 1000 fois supérieure à la dose normale. Cette toxine qui a déformé son visage peut être absorbée ou inhalée. Ce sont bien les corps de Géraldine Giraud et Katia L'Herbier qui ont été découverts à Villeneuve-sur-Yonne. Les premiers résultats de l'autopsie confirment l'identité des victimes, mais on ignore encore de quelle façon elles ont été tuées. Sur place, les fouilles ont été interrompues. Symbole de l'intégration réussie, ces 38 lauréats récompensés à l'Assemblée nationale. Leur parcours professionnel est exemplaire, comme celui d'Isabelle Adjani ou encore de ce danseur étoile. Portrait croisé dans ce journal. Lui est sur la scène de l'Opéra Garnier. Elle est une chef d'entreprise à succès. Surenchère démesurée des droits du foot, Canal+, pour des sommes spectaculaires, s'empare de l'exclusivité des droits de retransmission du championnat de France de Ligue 1. 600 millions d'euros par saison, un pari risqué, un investissement durable, répond la chaîne cryptée. Françoise Hardy sort un nouvel album, toujours un événement, tant de belles choses, c'est son titre, 12 chansons en parfum mélancolique, à ses côtés Thomas Dutronc, une collaboration réussie. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est de Vienne que le diagnostic d'empoisonnement est tombé. Viktor Yushchenko, victime d'une étrange maladie qui a ravagé son visage, a absorbé une dioxine dont les taux sont 1000 fois supérieurs à ce que l'on trouve dans le sang habituellement. Le leader de l'opposition ukrainienne se disait en danger. L'équipe médicale qui l'avait soigné une première fois à Vienne, alors qu'il était soudainement tombé malade en septembre, confirme une probable tentative d'élimination improuvable jusqu'alors. Jérôme Beny, Marine Minson. Après des semaines d'analyse médicale dans l'affaire Yushchenko, le diagnostic est enfin tombé, limpide. D'après les résultats des dernières analyses de sang, on sait maintenant que M. Yushchenko a été empoisonné à la dioxine. Le médecin-chef de la clinique nous avait confié dès mercredi ce qu'implique la présence de dioxine. Cela démontre qu'il y a eu un attentat, un acte criminel. La famille de Yushchenko, arrivée hier à Vienne, en était persuadée depuis le 5 septembre dernier, quand l'opposant était revenu malade d'un dîner avec deux chefs de la sécurité ukrainienne. Depuis plus de 3 mois, le visage boursouflé de Yushchenko dénonce le forfait. Je savais depuis le tout début qu'il avait été empoisonné. Nous avions déjà reçu plusieurs menaces et nous en recevons encore. Car il y a beaucoup de gens qui ont peur de mon mari et qui se sentent menacés personnellement par les changements qu'il pourrait apporter en Ukraine. D'après les médecins qui le soignent, Viktor Yushchenko se remet plutôt bien de l'empoisonnement dont il a été victime. Il repart demain pour Kiev où il pourra préparer le 3e tour de l'élection présidentielle ukrainienne dans 2 semaines. Passons tout de suite aux explications médicales plus que nécessaires. Quels sont les effets de cette toxine d'une rare violence? Les effets nocifs sont visibles, mais sont-ils dangereux à long terme? Comment l'organisme va-t-il réagir? S'en débarrasser? Florence Griffon, Sophie Rodier. Un même homme et 2 visages. D'abord, le candidat plutôt séduisant, c'était avant le 5 septembre. Ensuite, l'opposant défiguré. Sur le visage de Viktor Yushchenko, des lésions cutanées profondes qui seraient donc dues à une exposition à la dioxine. La dioxine, une substance qui se forme en général lors d'une combustion. Les fumées dégagées par les incinérateurs de déchets peuvent ainsi en produire. La respiration, l'ingestion ou un simple contact avec la peau suffisent pour que la substance attaque l'organisme. Un poison facile à dissimuler, mais pas forcément mortel. Quelqu'un qui aurait vraiment voulu tuer rapidement une personne n'aurait pas choisi ce type de produit. D'accord, pourquoi? Parce que c'est pas assez efficace? C'est un produit qui donne des troubles chroniques, qui donne des troubles cutanés pendant parfois très longtemps, mais jusqu'à présent, en tout cas dans les observations qu'on a pu avoir chez l'homme, il n'y a pas eu de décès immédiat. Viktor Yushchenko risque en revanche de développer des cancers, car la dioxine est très difficile à éliminer. Une fois présente dans l'organisme, elle peut y rester en moyenne 7 ans. Pour le leader ukrainien, ce sera donc un combat de plus.
Partons pour Kiev, où la tentative d'empoisonnement commanditée du leader de l'opposition n'a jamais fait grand doute chez ses partisans. Viktor Yushchenko, qui avait redit hier qu'il avait été empoisonné. Du côté des pro-russes, cette thèse était improbable, romancée, commode. Le parquet ukrainien, qui avait ouvert une enquête, avait conclu à une fièvre herpétique virale. La nouvelle ne manquera pas de provoquer des réactions et de peser dans la campagne électorale. Anne Pancinet. Les irréductibles de la révolution orange sont toujours là, au centre de Kiev. Nous les avons informés des déclarations des médecins autrichiens. Cela n'a suscité chez eux aucune espèce de surprise. Nous le savions déjà et nous n'avions pas besoin de cette confirmation. D'autres partisans de Viktor Yushchenko réunis aujourd'hui pour préparer le scrutin du 26 décembre vont même plus loin en désignant des responsables. Je pense que tout ça a à voir avec notre voisin du Nord-Est, la Russie. Car en Ukraine, on ne produit pas ce poison. Devant le QG de campagne de Viktor Yanukovych, on affiche au contraire beaucoup de méfiance. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas dit avant le premier tour qu'il avait été empoisonné? Je crois que c'est faux et que c'est une provocation. Si les services secrets avaient voulu l'empoisonner, ils auraient réussi. Le responsable de la campagne de Viktor Yanukovych nie farouchement toute implication dans cet empoisonnement, mais émet des doutes sur son allié d'hier, le président Kuchma. On peut penser que c'est le résultat d'un jeu politique, dirigé à la fois contre Yushchenko et Yanukovych. Un jeu orchestré par le président de l'Ukraine et le chef de son administration. Mais j'ai peine à croire qu'ils aient recours à de telles méthodes. L'annonce des médecins de Vienne ne suscite donc pas une grande émotion ce soir à Kiev, mais sur le plan politique, elle renforce la position de Viktor Yushchenko à 2 semaines du nouveau scrutin. Très rapidement, Washington a réagi au diagnostic d'empoisonnement. Les États-Unis se disent profondément inquiets et appellent les autorités ukrainiennes à enquêter sur cette affaire. L'actualité en France, dans l'affaire Giraud, plus aucun doute ne subsiste. Les premiers résultats des autopsies pratiquées sur les corps des victimes de Villeneuve-sur-Yonne confirment qu'il s'agit bien de Géraldine Giraud et Katia L'Herbier. On attend maintenant de savoir de quelle façon les 2 jeunes femmes ont trouvé la mort. Sur place, les recherches ont été suspendues. Frédéric Crotta, Thierry Breton. C'est ici, en creusant dans le jardin de Jean-Pierre Trébert, que les enquêteurs ont fait la macabre découverte. Du puisard, ils ont ressorti les 2 cadavres. Selon nos informations, les victimes auraient été bâillonnées mais n'auraient subi aucune violence sexuelle. Leur corps ne porterait aucun signe de lésion. Minutieusement ratissés, les 400 mètres carrés de terrain ont fait l'objet d'analyses scientifiques. Autour du pavillon, les rares voisins confirment que le suspect numéro 1 vivait dans la plus grande discrétion. Non. Je ne connaissais pas, jamais... Enfin, j'ai vu, je l'ai aperçu une fois comme ça, mais on ne le voyait jamais. J'ai jamais vu ce monsieur, et en plus, à chaque fois qu'on passait devant chez lui, tout était éteint. Je ne l'ai jamais vu dans son jardin, je ne sais même pas comment il est ce monsieur, alors, je ne peux même pas vous dire. Yannick dit avoir livré du fioul domestique dans la maison 3 jours avant l'arrestation de son propriétaire et se souvient de travaux dans le jardin. Un appel... Il a loué le matériel, ou il a loué, on y a prêté autour du, je dirais début novembre, mais je ne sais plus si c'est la semaine du 1er ou la semaine du 11 novembre. Un anonyme a déposé cet après-midi des fleurs à l'entrée de la maison. La semaine prochaine aura lieu une nouvelle audition par le juge de Jean-Pierre Trébert, un suspect qui jusqu'à présent s'est montré peu bavard. Ceci nous amène à cette disparition inexpliquée d'une jeune femme, mère de 2 petits-enfants, dont on est sans nouvelles depuis une semaine. Une enquête pour enlèvement et séquestration a été ouverte. Philippe Visserias, Nathalie Gallet. On la décrit comme une femme sans histoire. Elle s'appelle Muriel, elle a 33 ans. Depuis 8 jours, elle est introuvable. Le vendredi 3 décembre, cette jeune mère de famille rentre de son travail près d'Orléans. Il est 17h30. Chez elle, l'attendent son mari et ses 2 enfants, âgés de 6 ans et de 18 mois. Elle rentre sa voiture dans son garage. C'est là qu'elle aurait été abordée par un homme qui l'aurait suivie à bord d'une voiture grise. Un seul témoin aurait partiellement vu la scène. Après une courte conversation, l'homme repart en trombe. Muriel est-elle montée dans sa voiture, de gré ou de force? Seule certitude, la jeune femme disparaît à ce moment-là. Dans le quartier, personne ne veut croire à une fugue. Je ne pense pas qu'elle puisse abandonner ses enfants comme ça. Non, non, c'est pas le style de femme, non, non. On discutait bien ensemble parce qu'on avait les enfants en commun. Donc on discutait très souvent ensemble, passait du temps. Vous parlez beaucoup de ses enfants? Ah oui, 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 oui. De ses enfants, de son mari, oui, oui, beaucoup. Sur les lieux, pas de traces de lutte. Muriel est partie en laissant tous ses papiers, son téléphone et son argent dans sa voiture. Jeudi, le procureur de la République d'Orléans a ouvert une information judiciaire pour enlèvement et séquestration.
Tous les éléments recueillis montrent que cette femme avait une vie personnelle, professionnelle tout à fait normale, et donc nous conduisent plutôt à privilégier, hélas, la thèse de l'enlèvement et de la séquestration. Pour recueillir le moindre indice, un appel à témoins a été lancé et un numéro vert mis en place par la police judiciaire d'Orléans. Dans le procès d'Alfred Petit, on attend dans la soirée le verdict. Les jurés délibèrent maintenant depuis plus de 3 heures. Pour l'avocat général, les preuves contre Alfred Petit, accusé du meurtre des époux Roussel, ces preuves sont irréfutables. Il a demandé la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Loïc Delalmornay sur place et Sébastien Lambert. Sans surprise, l'avocat général avait requis ce matin la prison à perpétuité pour Alfred Petit, mais en suppliant au moins l'accusé de parler, de fournir un début d'explication aux familles des victimes. Sans surprise, Alfred Petit ne dira rien jusqu'à la fin du procès. Aucune réponse sur la mort de Jean-Jacques et Daniel Roussel, dont les corps avaient été retrouvés carbonisés et minutieusement découpés en mai 2001. Très vite, Alfred Petit, un détenu en cavale, avait été suspecté. Mais lors d'un premier procès, les soupçons s'étaient aussi portés sur le père de l'accusé, également prénommé Alfred. Ancien boucher charcutier, véritable tyran domestique, le père aurait-il été complice du fils? Alfred Petit père n'apportera jamais la réponse, il s'est suicidé. Et comme le fils ne parle pas, il ne reste que des faits indiscutables selon les avocats des parties civiles et la famille. On ne sait pas dans quelles circonstances papa et maman sont morts. Maintenant, je crois qu'on ne peut pas passer outre l'ADN, le fait qu'il ait essayé de tuer des gendarmes, le fait qu'il avait le fusil qui a tué papa et maman, on a retrouvé les balles dans les corps, je vous le rappelle. La défense a bien tenté de soulever certaines zones d'ombre de l'enquête, mais récusé par son client au cours d'une semaine de procès mouvementé, puis à nouveau commis d'office, l'avocat d'Alfred Petit n'a pas eu la tâche facile. L'impression donnée par Alfred Petit est tellement désastreuse que véritablement il a tout fait pour plomber son dossier. Il faudrait beaucoup de courage, vraiment beaucoup de courage pour les jurés de l'acquitter. Vous êtes antipathique, monsieur Petit. Ces mots sont pourtant ceux de l'avocat de la défense qui ajoute « Mais ce n'est pas parce qu'on est antipathique qu'on est coupable ». Devant un client difficile et muet, son défenseur aura assumé sa charge jusqu'au bout. Le verdict est attendu d'un instant à l'autre. Mise en garde médicale concernant un aliment pour bébé. 3 lots de Prégestimil, ce produit de remplacement dans le cas d'allergie au lait de vache, ont été retirés de la vente après le décès de 2 nourrissons. Le lait en poudre pourrait être contaminé. Frédéric Monteil, Sylvain Gauthier. 139 000 boîtes comme celle-ci, jugées suspectes. Le Prégestimil, c'est ce lait en poudre donné aux bébés allergiques au lait de vache. Mais depuis hier soir, l'Institut de veille sanitaire a décidé de rappeler 3 lots, produits entre mai 2004 et juillet 2004. Car en un mois, 4 nourrissons nourris au Prégestimil ont été infectés par une bactérie. 2 des nouveau-nés, âgés de quelques semaines, sont décédés. Cette bactérie est tout à fait exceptionnelle, elle est tout à fait rare, et il se trouve que ces enfants, pour 3 des 4 enfants, ils ont été alimentés avec cette préparation, dont on sait précisément qu'elle peut être parfois infectée par cette bactérie. Stupéfaction au siège du fabricant américain du Prégestimil, Mead Johnson Nutritionals. Le produit est commercialisé et testé depuis 1971 sans aucun incident. Il existe une possibilité d'une infection qui soit survenue due à une préparation d'un biberon en avance. Toutes les hypothèses doivent être regardées de façon très approfondie pour savoir la réalité. C'est une grande surprise puisque pour l'instant, tous nos lots, et ces 3 lots en particulier, tous nos tests sont négatifs. 3 des nourrissons étaient traités à Garges-les-Gonesse, un autre dans l'Allier. Des analyses du lait en poudre incriminé sont en cours. Résultat, jeudi ou vendredi. D'ici là, les parents peuvent appeler ce numéro gratuit, le 0811 88 40 40. L'hiver s'est installé en France et EDF annonce ce soir que ceux qui vivent dans la très grande précarité ne subiront pas de coupure d'électricité pendant les semaines qui viennent. Cette décision prise aujourd'hui fait suite aux demandes du gouvernement et en particulier de la ministre déléguée à l'intégration Nelly Olin. Mais au-delà des déclarations qui rassurent ceux qui n'ont pas encore pu acquitter leur facture EDF, il y a la réalité d'autres familles, plusieurs centaines qui vivent déjà sans électricité dans le Nord-Pas-de-Calais. Exemple dans cette petite ville minière, Nicolas Luizet, Dominique Mas. Une fin d'après-midi dans la pénombre, avec un poêle à charbon pour chauffer toute la maison. C'est le quotidien de Paul. Il vit ici avec sa femme et sa mère. Elle a 80 ans. Le chômage, des difficultés financières
La famille ne peut plus régler les factures qui s'accumulent. 900 € d'impayés à EDF, le compteur est coupé, c'était il y a 9 mois. Quand ils ont venu le couper, je leur ai demandé, ils ont dit non, il faut payer la somme totale. Il n'y a rien à faire, on va couper dehors, il faut payer la somme totale. Pour dormir, je prends ma lampe de poche pour monter, je prends une lampe de poche pour monter, pour dire voir clair. La vieille dame est veuve, elle touche une faible pension. Son fils est érémiste et sa femme n'a pas de travail. À eux trois, ils disposent de moins de 1 000 € par mois pour vivre. EDF demande le règlement de la totalité de la somme. Et ça, vous ne pouvez pas parce que vous non, 924 €, ça dépasse le budget mensuel. La famille veut payer, elle demande simplement un échelonnement. Pour leur venir en aide, cette association qui défend des dizaines de dossiers similaires. Ensemble, ils étudient les comptes. Paul pourrait rembourser 75 € par mois. C'est pas normal parce qu'on aurait déjà dû voir ces personnes, quelqu'un d'EDF venir et faire ce que nous on a fait en fait. Sur la seule métropole lilloise, 550 foyers sont ainsi privés d'électricité. Face à cette situation en plein hiver, EDF annonce ce soir une mesure nationale. EDF, aujourd'hui, prend l'engagement de tout mettre en œuvre en liaison avec les services sociaux pour ne plus suspendre les fournitures d'électricité cet hiver aux clients, aux familles en réelle difficulté. Dès lundi, l'association va contacter EDF. Elle a déjà obtenu des rétablissements d'électricité et cette fois encore, elle espère bien être entendue. À l'Assemblée nationale, image symbole d'une intégration réussie avec ces lauréats récompensés, tous des Français venus de loin, dont le parcours professionnel est exemplaire. Parmi les lauréats de ce forum de la réussite, Isabelle Adjani, qui a dédié sa récompense à tous ceux qui attendent dans le corridor de la France qui représente la plus belle promesse de liberté. Au total, une quarantaine de Français d'origine immigrée qui se sont distingués dans différents domaines, dont ces deux lauréats que nous vous proposons de découvrir. Un homme et une femme, lui est danseur étoile, elle est chef d'entreprise. Arnaud Boutet, Patrick Desmully. C'est en costume d'époque qu'il revisite le répertoire baroque. Louis XIV, les prémices de la danse à l'opéra. Kader Bellarbi, français d'origine algérienne, devenu danseur étoile à l'Opéra de Paris. Ces petits costumes à elle ne pèsent que quelques grammes et ils se vendent comme des petits pains. Lumia Iridji, française d'origine malgache, s'impose dans la lingerie avec sa marque Princesse Tam Tam. Lumia, Kader, deux modèles de réussite. Elle, petite fille de 13 ans débarquée en France, a toujours voulu créer son entreprise. Indienne, malgache, française, Lumia fait de ses origines une valeur ajoutée. Quand on prend un problème précis, il y a plusieurs solutions. Je pense que le fait d'être multiculture permet de pouvoir comprendre les différentes solutions. Je crois que c'est ça, ça permet une certaine gymnastique d'esprit qui fait qu'on s'adapte un peu dans toutes les situations. 20 ans de travail, un répertoire immense. Kader Bellarbi veut bien servir d'exemple, mais surtout pas de porte-parole. Souvent on me demande d'être une valeur d'exemple pour certains, ce que j'accepte. Ce que je ne veux pas, c'est être une sorte de produit, c'est tout d'un coup rentrer dans des amalgames ou des interprétations erronées parce que je suis un Français d'origine algérienne qui a réussi quelque chose. À l'Assemblée, ils ont reçu un prix qui les touche, mais les concerne peu, car ils se sentent intégrés depuis toujours. Alors certains dédient cette récompense à leurs parents, estimant que le vrai modèle d'intégration, ce sont eux. Les élections législatives à Taïwan, les relations difficiles avec Pékin devraient marquer le pas. En effet, l'opposition a remporté le scrutin et comme premier geste politique a proposé une amélioration de ses rapports avec la Chine. Le président en place a reconnu la défaite de son camp. Une nouvelle page pourrait se tourner. À Taïwan, dans cette île que la Chine depuis longtemps considère comme une province rebelle, vient d'être construite comme élément de fierté une tour géante de 508 mètres de haut, la tour la plus haute du monde. Philippe Rochaud, Sylvain Giaume. C'est la première vision qu'ont les promeneurs depuis la montagne sauvage de Taipei. La tour 101 étages. La tour la plus haute du monde avec ses 508 mètres en forme de bambou. 100 mètres de plus que le World Trade Center. C'est un objet de fierté pour les Taïwanais, mais qui a aussi quelque chose d'inquiétant.
Je crains surtout les incendies, beaucoup plus que les tremblements de terre. Il y a pas mal de rumeurs qui circulent en ce moment sur ce bâtiment. Alors les gens ont un peu peur. Pour les tremblements de terre, fréquents ici, une masse d'acier de 800 tonnes est censée absorber les chocs. C'est que 10 000 personnes vont travailler ici. La tour 101 est aussi placée sous haute surveillance. Tout le monde a encore en tête le 11 septembre. Pendant les 6 années qu'a duré la construction, il y a eu des tremblements de terre, les événements du 11 septembre 2001, des inondations. Mais à chaque fois, cela nous a donné l'occasion de réexaminer la structure du bâtiment. Malgré ces craintes, la tour 101 attire vers elle des centaines d'activités de pointe, comme le grand marché de l'informatique. 80% des semi-conducteurs au monde sont produits par Taïwan. C'est la fierté des Taïwanais face au régime communiste de Chine continentale qui voudrait les mettre au pas. Mais on refuse de voir dans la plus grande tour du monde un défi aux voisins chinois. On voulait chercher quelque chose qui remplaçait les symboles politiques venant de la Chine. Et là, maintenant, c'est un truc purement taïwanais. Mais pour vraiment donner un défi à la Chine continentale, je crois que pour le moment, on n'a pas besoin de ça. Maintenant, on a besoin d'une bonne relation avec la Chine, donc on n'a pas besoin de défier la Chine. La tour 101 restera le symbole de la volonté de Taïwan de se faire reconnaître par la communauté internationale. Mais elle sera détrônée en 2008 par une tour de 800 mètres de haut qui sera construite à Dubaï. Le reste de l'actualité en France, avant les fêtes de fin d'année, la sécurité a été renforcée à Paris. Comme chaque année, les lieux sensibles feront l'objet d'une vigilance particulière. Il s'agit notamment des grands magasins, mais aussi des Champs-Élysées, où un jeune homme a été tué il y a 15 jours lors d'un affrontement entre bandes rivales. Jérôme Soulard et Guillaume Viard. Voici l'heure des cadeaux, des raids et des lumières dans les grands quartiers commerçants de Paris. 300 000 touristes chaque jour sur les Champs-Élysées qu'il faut rassurer, grâce à un renfort de policiers plus nombreux, plus visibles. On n'a pas eu de problème. On s'est promené ici sur les Champs-Élysées de jour et même de nuit. Et tout s'est bien passé. Pas de problème. Et pourtant, ces dernières années, la plus grande avenue du monde a été quelquefois le lieu de rixe entre bandes de jeunes rivales, comme ici en l'an 2000. Il y a 2 semaines, ce jeune homme est ainsi mort poignardé en pleine journée au milieu de touristes affolés. Ce renfort de policiers annoncé est donc apprécié par les commerçants. Les gens ont besoin de se sentir quelque part un petit peu rassurés par rapport à ce genre d'événement, parce que ce genre d'événement forcément n'est pas très bon par rapport à la politique après que l'on peut donner sur les Champs-Élysées, donc je pense que c'est nécessaire. 34 patrouilles mobilisées à Paris jusqu'en janvier. Ce matin, le ministre de l'Intérieur est venu en personne présenter son dispositif. Ce sont 1500 policiers qui sont déployés pour ce dispositif spécifique des fêtes du 1er décembre au 15 janvier, date de la période de fin des soldes. Donc vous voyez qu'on veut véritablement, dans cette période, assurer la sécurité maximale pour Paris, ainsi que d'ailleurs pour les grandes villes de province. 2 millions de personnes sont attendues sur les Champs-Élysées la semaine prochaine. Beaucoup de monde, beaucoup d'argent et plus de policiers. Cette année à Paris, les fêtes de Noël sont sous haute surveillance. En politique, chaque sortie de Lionel Jospin est observée à la loupe. L'ancien Premier ministre était ce matin à Arras et on retiendra ces petites phrases que nous décortique Jean-Baptiste Prévelli. L'endroit s'appelle les Faucons Rouges et cette nouvelle apparition de Lionel Jospin, c'est tout sauf un hasard. 10 jours après la large victoire du oui au sein du PS, à Arras, tradition socialiste garantie, dans la plus grosse section PS de France. Alors lorsqu'on parle de mystère pour cette apparition, Lionel Jospin répond. Je vais m'efforcer de lever très simplement ce mystère. Et il tient en un mot également simple, et qui est le plaisir. Mais Lionel Jospin n'oublie pas les choses sérieuses. Il était pour le oui, mais avait critiqué l'organisation d'un référendum interne au PS. Aujourd'hui, il tire les leçons du vote des militants. Ils n'ont pas voulu prendre le risque, soit casser la dynamique dans laquelle s'était inscrit le Parti socialiste depuis 2 ans, remportant des victoires après une défaite. Pour un retraité, la sortie était très publique. Lionel Jospin dit éprouver du plaisir à débattre en restant un socialiste fidèle à son parti. Sur ce plaisir, à la direction du PS, on doit beaucoup s'interroger.
Dans les Vosges, les habitants d'un petit village près d'Épinal sont vent debout. Ils veulent empêcher l'implantation des témoins de Jéhovah dans leur commune et refusent donc le projet de construction d'une grande salle d'assemblée pour les adeptes. Du coup, ils le votent depuis ce matin par référendum. Christophe Nédard, Jean-Pierre Pasteur. À Dévillers, on a le sens de la formule. L'enjeu est de taille. Sur ce terrain de 6 hectares, les témoins de Jéhovah veulent installer une salle du royaume. En clair, un grand bâtiment pouvant accueillir jusqu'à 1500 fidèles. Un projet qui inquiète les habitants de ce village vosgien. Le projet est tout à fait disproportionné avec la taille du village. 1500 places de réunion pour 1500 habitants, c'est vraiment trop gros. Donc on est contre. Au-delà du projet immobilier, c'est bien l'implantation d'une secte qui pose problème. Et la résistance s'organise. Pétition, distribution de tracts et quelques actions symboliques, comme la mise en vente des maisons de Dévillers. Pour Régis Hamet, pas question d'accueillir les témoins de Jéhovah. Quand on a des témoignages avec des gens qui ont été confrontés à de la famille, qui sont dans les sectes ou qui ont été anciens témoins de Jéhovah, à chaque fois il y a des drames, des ruptures familiales, etc. Donc ça nous réconforte dans notre action. Aujourd'hui, la commune a même organisé un référendum pour ou contre la salle du royaume à Dévillers. Toute la commune s'est mobilisée, des villageois bien décidés à faire entendre leur voix. Que chacun fait ce qu'il veut, mais qu'ils ne viennent pas nous embêter ici, c'est tout. 98% des inscrits ont voté contre, mais ce scrutin n'a aucune valeur juridique. Contre. Aujourd'hui, la balle est dans le camp du maire qui n'a pas souhaité nous rencontrer. Lui seul peut délivrer un permis de construire. C'est dans une semaine que le viaduc de Millau, le plus haut du monde, sera mis en service. Jacques Chirac devrait l'inaugurer mardi prochain. Cette prouesse de l'architecture qui est suspendue à plus de 340 mètres du sol fascine, intrigue. Le viaduc de Millau, avant même d'être ouvert à la circulation, est devenu un lieu de visite prisé par des milliers de touristes. Léo Lamberton, Pascal Ponce. Il est des jours où le viaduc se change en œuvre d'art. Jouant avec le temps et la lumière, il crée son propre spectacle. Et qu'on le veuille ou non, quand on arrive sur Millau, on ne voit plus que lui. Il est magnifique. Il est magnifique là dans cette mer de brouillard. Vous venez souvent ou c'est la première fois que vous le voyez? C'est la première fois que je le vois. Et vous êtes... Je suis en admiration. Depuis le début de sa construction, il y a 3 ans, le viaduc le plus haut du monde est devenu un site touristique à part entière. Les piles doivent supporter le moins d'efforts horizontal possible. Tous les week-ends et les jours fériés, des visites sont organisées par la ville de Millau. 70 000 personnes s'y sont bousculées, beaucoup d'amateurs éclairés. Je suis retraité de l'équipement, ingénieur à la DDE. Alors, je suis effectivement intéressé par le pont. Une fois sur le site, les touristes sont accueillis par une salariée d'Eiffage, le constructeur du pont. Pas de passage piéton, bien entendu. On est sur autoroute, donc... La visite dure 1 heure, mais on ne monte pas sur le viaduc, long de 2,5 km et perché à 270 mètres au-dessus du Tarn. C'est fabuleux, techniquement, et même l'ouvrage est fin, c'est profilé, c'est très bien, très très bien. Je comprends tout à fait la technologie de l'œuvre, et donc c'est un petit peu ça qui m'impressionne. C'est surtout la maîtrise de la technologie, et puis que ce soit fait par des Français, c'est très bien. Quel type de questions les gens vous posent le plus? À quelle vitesse de vent va résister l'ouvrage déjà et si on a eu malheureusement des morts dans le chantier. Et on est fiers jusqu'à présent de dire qu'on ne déplore pas d'accidents graves dans le chantier ni avec les visiteurs. Conçu pour résister à des vents soufflant jusqu'à 230 km/h, le viaduc est bâti pour durer. Les commerçants de Millau ne s'en plaindront pas. Depuis sa construction, le nombre de touristes fréquentant la ville a doublé. Beaucoup de bruit autour de l'acquisition des droits du foot par Canal+, pour des sommes pharaoniques. Il y avait 2 candidats face à TPS. Canal+, qui a obtenu pour 600 millions d'euros, soit le double du prix payé actuellement, l'exclusivité des droits télé du championnat de France de football. Un risque démesuré pour une entreprise, disent les commentateurs. Un avantage et un investissement durable, répond la Chine cryptée. Martin Gouès, Patrick Desmely. Un but qui vaut de l'or. Le championnat de l'élite du football français a vu son prix s'envoler. Pour avoir l'exclusivité de sa diffusion, Canal+ va payer à la Ligue 600 millions d'euros par an pendant les 3 prochaines années. Un bon investissement, dit-on à Canal. C'est un investissement d'entrepreneur, donc qui représente, comme je vous l'ai dit, 15% du chiffre d'affaires. Si ça représentait 90
ou même au-delà de 50, on pourrait s'interroger. Ce n'est pas du tout le cas. C'est un investissement audacieux, mais raisonnable. Il y a 20 ans, cette exclusivité Canal+ l'avait payé 800 000 €, c'est-à-dire 700 fois moins qu'aujourd'hui. Face à TPS, son concurrent, Canal a joué une partie de bluff dont on ne connaît pas encore le gagnant. Une enchère qui est montée très haut, une partie de poker qui s'est jouée entre plusieurs acteurs et dont on ne connaîtra le dénouement, à mon avis, que d'ici quelques années. L'objectif, en fait, de TPS, c'était de faire uniquement monter les enchères, eux ne voulant pas participer réellement à cette surenchère. Désormais, le championnat français est un des plus chers d'Europe, derrière l'Angleterre, qui a une diffusion mondiale, et loin devant l'Italie, où chaque club négocie seul les droits télé. Un championnat de France qui pourtant ne semble pas tenir ses promesses. On marque beaucoup moins de buts, surtout cette saison, que par rapport à l'Angleterre. On est à 2 buts par match, les Anglais sont quasiment à 3 buts par match. Donc globalement, même si les joueurs sont bons, on s'amuse moins. Les clubs vont se partager cette somme. Ils pourront peut-être ainsi faire revenir des stars et relancer le championnat. Toujours du football et une nouvelle rechute pour Marseille. Battu en match avancé de la 18e journée de Ligue 1, 1-0 par Auxerre. Le seul but de la rencontre a été signé par le Serrois Benjani à la 62e minute. C'était le premier match à domicile pour le nouvel entraîneur de l'OM, Philippe Troussier. De la natation avec un nouveau titre pour la France au championnat d'Europe de Vienne. Après Malia Metella, c'est au tour de Frédéric Bousquet de monter sur la plus haute marche du podium. Le Français a remporté cet après-midi le 100 mètres nage libre en 52 secondes et 100 centièmes. C'est une tradition et un geste de solidarité avant les fêtes de Noël, les fameuses étrennes avec la vente de calendriers, des pompiers, des facteurs, des éboueurs, souvent un don nécessaire pour améliorer le quotidien de ceux qui rendent service à la société. Laurent dit, Rémi Poissonnier. Des petits chiens, des petits chats, des paysages de montagne, voici le monde merveilleux des facteurs. Tous les ans, cet homme prend un peu sur son temps libre à la fin de l'année. Sa mission, vous vendre des calendriers. C'est vrai que quand on a de bonnes affinités qui sont préposées, ça passe toujours très bien, c'est une tradition. Alors vous êtes plutôt petit chat, petit chien? Chevaux. Ma fille adore les chevaux, alors chevaux. Mais la discrétion est de mise, difficile de savoir exactement combien cela rapporte. Merci Jean, c'est gentil, il n'y a pas de quoi, c'est normal. C'est au bon vouloir de chacun, quoi. C'est selon les services rendus et voilà, à l'appréciation. Ça fait un 13e mois à la fin, ça fait... Ça permet d'améliorer les fêtes de fin d'année. Pendant un mois jusqu'à Noël, Christophe Chivot devrait vendre environ 300 calendriers. L'occasion de prendre un peu plus de temps avec chacun. Les clients apprécient et donnent de bon cœur en remerciement d'un service complet. Vous ne le voyez plus depuis un moment. Ah, je suis en congé justement, j'ai pris un peu de congé pour pouvoir les faire. D'accord. J'estime qu'un service rendu de cette façon-là, et même quand c'est un devoir, puisque c'est son travail, ça mérite une récompense. Et puisqu'on parle de mérite, les pompiers eux aussi font leur petit tour. Voilà. Je vous demande d'inscrire le montant versé s'il vous plaît, ainsi qu'une signature. Vous le prenez tout le temps, le calendrier? Tous les ans, oui. C'est important? Bah oui, parce qu'on a du respect pour leur métier. Service public oblige. Petite différence tout de même par rapport aux facteurs. C'est pas de l'argent qui va dans notre poche. En fait, ça va au bureau de l'amicale. Donc à la caserne, il y a un bureau qui est constitué, qui sert un petit peu à l'achat du matériel, au confort des pompiers au sein de la caserne. Alors les pompiers, c'est bon, le facteur aussi. Ah oui, reste éventuellement la petite enveloppe pour le concierge. Noël toujours avec beaucoup de travail en perspective pour le Père Noël. Plus d'1 million de lettres sont attendues au centre de tri de la Poste à Libourne en Gironde. Les enfants qui ont écrit la liste de leurs commandes de jouets, une liste très précise, très complète et qu'une 60aine de secrétaires découvrent avant de faire suivre à qui de droit. Anouk Burel, Philippe Dumail. Peu importe qu'il habite sur le stratocumulus 12 en Laponie, au 3e sapin derrière la montagne ou au pôle Nord Cedex, le Père Noël a mis l'adresse et une seule grande boîte aux lettres. Bonjour. À l'intérieur, des dizaines de petites mains s'affairent à ouvrir les courriers venus du monde entier. Des millions d'idées prédécoupées, des listes en couleurs pour ne pas se tromper. Extrait. Des motos, et des pistolets, des fusils. Porter une poupée. Blanche-Neige, je veux. L'imaginaire inspire souvent des courriers cocasses. Lorenzo, je ne suis pas toujours très sage, tu peux m'apporter des cadeaux un petit peu cassés mais pas trop. Lucas, tes rennes sont-ils en super forme? J'ai commandé beaucoup de choses. Chantal,
C'est mon cœur de petite fille de 52 ans qui t'écrit. On a beaucoup de demandes concernant bien des aspirateurs ou des moissonneuses-batteuses. Voilà, donc je pense que les petits ont envie d'aider leurs parents dans leurs travaux. Et puis en ce qui concerne donc les grandes personnes, eh bien c'est des messages d'espoir. J'ai dit Père Noël, je t'aime. Plus d'1 million de déclarations d'amour arrivent ici chaque hiver. Le Père Noël répond à toutes les lettres. Alors qu'importe après tout où il habite. Dans une planète. Au pôle de Nord. Il a toutes les adresses et un très bon GPS. Au revoir. À bientôt. C'est toujours un moment de grâce, la sortie d'un nouvel album de Françoise Hardy intitulé Tant de belles choses, 12 chansons pleines de mélancolie. Françoise Hardy qui depuis quelques années s'est découvert une formidable passion pour la musique classique. Olivier Lenouza, Dominique Bonnet. Comble d'infortune. On ne pouvait la croiser ailleurs. Entre un hôtel luxueux de l'avenue Montaigne à Paris et le théâtre des Champs-Élysées, Françoise Hardy vient assister à un récital de son ami Piotr Anderszewski, l'un des pianistes les plus brillants de sa génération. L'égérie des 60s ne jure plus depuis quelque temps que par la musique classique. Chopin, c'était absolument... Françoise Hardy est fascinée par les grands solistes, leur carrière, leur folie. Je trouve qu'ils sont plus rock que les rockers les plus fous, avec en même temps, c'est ça qui est fascinant, avec en même temps ce que n'ont pas les rockers, cette espèce de discipline, d'exigence hors du commun. Même s'il me faut aller plus loin. La passion de la musique classique qui pourrait expliquer le raffinement de ses mélodies. Couper des ponts, changer de train. Françoise Hardy et son fils Thomas Dutronc en studio, en pleine séance de travail avec le chanteur Perry Blake pour un album teinté de mélancolie. Va sublimer cette douleur. Tristesse et beauté vont ensemble puisque la beauté est éphémère. Et je dis toujours aussi que les plus belles musiques sont les plus mélancoliques parce qu'elles expriment le tragique de notre condition humaine qui est périssable. Elle n'aime pas sa voix, refuse de monter sur scène. Son seul plaisir, enregistrer en studio. Si vous pouviez lire dans mes pensées. Comme toujours, Françoise Hardy évoque à fleur de mots la fragilité des choses de la vie. En somme, un classique. Ma tasse de thé, n'allez pas en douter. C'est la fin de ce journal. Je remercie de votre attention. Tout de suite, et la météo Isabelle Martinet, 20h55, le plus grand cabaret du monde, présenté par Patrick Sébastien. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.